Arrête d'investir sur les actions à dividendes, ils ne t'enrichiront jamais. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire sur les réseaux sociaux et certaines théories mentionnent donc que le dividende n'enrichit pas l'actionnaire. Est-ce réellement une bonne stratégie? C'est ce que nous allons voir au sein de cette vidéo, investisseurs. Je suis Sonny, fondateur de Sequoia.com. Ma mission au sein de Sequoia est d'apprendre aux particuliers à bâtir leur écosystème pour construire leur sécurité financière et on va aller justement sur cette théorie. Est-ce que les actions à dividendes enrichissent ou non les actionnaires? Et cet éternel débat sur les dividendes continue de faire rage. Le dividende, on mentionne régulièrement qu'il est neutre, qu'il n'enrichit pas l'actionnaire. Mais d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on mentionne ça? Au sein de cette vidéo, je vais répondre aux différentes objections de manière pragmatique sur différents arguments que certains détracteurs des dividendes essayent de nous faire croire. Premièrement, c'est neutre, ça n'enrichit pas l'actionnaire. Deuxième argument, c'est comme un guichet automatique. Troisième argument, une action monte plus en réinvestissant dans sa croissance. Quatrième argument, sans dividende, le cours serait allé beaucoup plus haut. Et l'argument numéro 5 pour finir, l'imposition et les frais de courtage nuisent à la performance. Premier argument, c'est neutre, ça n'enrichit pas. Voyons à quoi est-ce que ça correspond. Lorsque le dividende est versé à l'actionnaire, il est déduit du cours de l'action. Comme je te le mentionne ici, imagine que tu as un cours, d'accord, qui monte, le prix de l'action est à 100 €. Au moment où le montant de dividende sera détaché, c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs la date de détachement du dividende, 5 € seront versés sur ton compte. Le prix de l'action sera déduit donc automatiquement à 95 €. Donc ça, c'est le prix de l'action in fine après le versement du dividende. Donc si on fait un calcul assez simple, et ça cependant c'est vrai, mathématiquement et la théorie oui c'est vrai, le résultat est neutre in fine. Cependant, ce résultat s'applique uniquement à l'instant T. Si on regarde ici, tu vois, je suis sur dividende.com sur McDonald's, on voit ici day for taken stock price to recover, ça veut dire le nombre de jours pour que l'action revienne à son montant initialement avant le versement du dividende, et bien là on peut constater, tu vois, qu'il fallait en 1989, tu vois, 12, alors je vais monter assez rapidement pour que tu vois. Tu vois, on a eu 1 jour, on a eu 0, on a eu 3 jours, on a eu 16 jours, 0, 1, 13, tu vois, 0, 4, 12, 20, 32, 54, 08, 0, 0, 0, 1, 4, enfin bref, tu as compris, je vais continuer de monter pour que tu regardes. Il y a très peu de jours pour que, en fin de compte, l'action revienne à sa position, donc à son prix initial après le détachement du dividende. Donc oui, je suis entièrement d'accord sur cet argument pour dire que le dividende est neutre à l'instant T, mais il est faux de dire qu'il n'enrichit pas sur le long terme à cause de ce détachement, puisque in fine, le nombre de jours pour rattraper ce prix est extrêmement court. On peut, donc là, tu vois, on était sur McDonald's, mais on peut regarder également, tu vois, sur Apple. Apple également, tu vois, il a suffi de très peu de jours. Tu vois, là, on était en 2020, 2019, 2018, tu vois, 26 jours, 3 jours, 12 jours, 0, enfin, tu vois, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 1. Tu vois qu'il a fallu extrêmement peu de temps pour que l'action revienne à son niveau initial. Donc, dire que le dividende n'enrichit pas, non, à l'instant T, oui, mais sur le long terme, non, c'est faux. Et c'est là que rejoint donc le deuxième argument qui arrive sur la table, c'est la magie du guichet automatique. C'est-à-dire l'argument numéro 2, c'est comme un guichet automatique. Tu as 100 € sur ton compte, tu retires 5 € en espèces, tu as toujours en gros 100 €, sauf que tu as une partie en espèces. Ça peut se schématiser comme tel. Tu as 100 € sur ton compte bancaire, tu retires 10. C'est comme si voilà, tu as 90 € sur ton compte et 10 € en espèces. Résultat, rien n'a changé. Ça, par contre, c'est dans un concept de vie normal. Un guichet automatique te verse de l'argent que tu as déjà sur ton compte. Maintenant, et si je vous disais que votre guichet avait la possibilité d'augmenter la valeur de vos euros, donc l'argent qui dort sur votre compte bancaire, de 15% par an, sans rajouter plus d'argent? Eh bien ça, c'est possible avec les actions à dividendes croissants.
Pourquoi est-ce que c'est possible et pourquoi est-ce que cet argument ne tient pas? Parce que la majorité des investisseurs oublient mathématiquement en plus cette formule qui est extrêmement simple, qui est le YOC ou le Yield on Cost, qui est le rendement sur coût en français, qui signifie tout simplement le montant du dividende divisé par le prix d'achat de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si le montant du dividende augmente mais que ton prix d'achat de l'action reste le même, ton rendement va augmenter par rapport à ça. Je vais te donner un exemple avec Evolution AB. Imaginons que Jean, tu vois, achète une action Evolution AB le 7 avril 2017. L'action valait aux alentours de 6,80 $, donc soit 7 ans en arrière. D'accord ? Le dividende versé était de 0,10 $ à l'époque, soit un rendement assez modeste de 1,47%. C'est pas grand-chose. En 2024, elle a prévu de verser un dividende de 2,88 $. Et à ton avis, est-ce que le rendement est fixe ou est-ce que le rendement a augmenté? Eh bien, la réponse est assez simple. Reposons le calcul avec le dividende de 2024. Donc là, tu vois, je prends le rendement sur coût, c'est montant du dividende en 2024, c'est 2,88 $. Et le prix d'achat de l'action de 2017 à 6,80. Si on pose la division et qu'on donne le résultat final, eh bien, on tombe sur un rendement de 42,35% par an, juste sur le dividende versé. Et donc là, la question que je te pose, est-ce que 42,35% par an par rapport à ta mise initiale, est-ce que ça enrichit l'actionnaire et est-ce un distributeur, est-ce réellement un guichet automatique? Autre chose, je pense que Warren Buffett se tirerait les cheveux s'il entendait ça. Avant, Warren Buffett, tu sais très bien, alors avant je dis, mais Warren Buffett possède toujours Coca-Cola. En patientant après plusieurs années, il se retrouve avec un rendement sur coût de Coca-Cola de 65% par an. En effet, il a acheté, tu vois, ses actions Coca-Cola en 1989, c'était aux alentours de 2,84 $, d'accord, j'ai pris approximativement le prix de l'achat de son action. Et donc si on prend le dividende annuel 2024 de Coca-Cola, eh bien on peut se rendre compte que là, oui, forcément, le dividende enrichit, puisque Coca-Cola a augmenté sur son cours et a augmenté son dividende d'année en année. Ce qui permet donc à Warren Buffett de créer ce qu'on appelle une vache à lait concrètement, qui lui permet donc de racheter des actions. C'est comme ça que Warren Buffett s'enrichit aussi et construit et grossit son portefeuille avec Berkshire Hathaway, c'est qu'il reçoit énormément de cash de la part de Coca-Cola. Donc encore une autre question, est-ce que Warren Buffett s'enrichit ou non avec son action Coca-Cola à 65% par an? Oui ou non? À toi de me répondre, mais moi j'ai déjà ma réponse par rapport à cela. Et donc concrètement, ce que ça donne, on retourne avec Evolution AB, soit une mise initiale remboursée en 10 ans, 42,35% par an, c'est donc le rendement obtenu en 7 ans. Et donc moi je ne pense pas qu'un guichet automatique qui reverse 42,35% par an, ça existe. En tout cas, moi, je n'ai pas encore trouvé. Mais là où est le problème et là où l'on se trompe, je pense que c'est la différence entre le patrimoine réel et le patrimoine latent. Le patrimoine réel, lui, oui, on s'enrichit avec les dividendes parce que c'est de l'argent sonnant et trébuchant que l'on reçoit sur le compte, qu'on peut utiliser instantanément pour réallouer vers d'autres actifs, pour racheter d'autres actions, pour, je sais pas moi, investir par exemple sur de la crypto-monnaie, sur des SCPI, sur du crowdfunding. Bref, on peut réutiliser ce capital comme le fait Warren Buffett pour racheter d'autres actions, mais il y a aussi le patrimoine latent. Et ça, ce patrimoine, tu ne l'as pas encore enregistré, c'est le patrimoine investi, donc là concrètement, on n'a rien gagné. Et donc les dividendes par rapport à ça permettent de créer ce patrimoine réel et de le sortir justement de ce patrimoine latent d'un effet capitalisant comme on peut avoir, tu vois, sur les ETF en bourse. Les ETF en bourse, on n'a rien enregistré, c'est du latent, tu ne l'as pas encore vendu. Contrairement au patrimoine réel où tu as reçu ton dividende et où tu peux le réinvestir ensuite sur d'autres actions. Et si tu veux apprendre à créer et à faire grossir un patrimoine réel en créant un écosystème capable de générer des revenus passifs exponentiels dans le temps en partant de zéro, tu peux réserver ton créneau horaire avec un membre de mon équipe ou moi-même et nous pourrons te présenter l'écosystème Sequoia et son programme afin de savoir si oui ou non tu es prêt à nous rejoindre. Alors fais attention, les créneaux partent extrêmement rapidement, donc je t'invite vivement à réserver assez vite. Troisième argument, c'est une action monte plus en réinvestissant dans sa croissance. Alors,
Pas forcément. Les sociétés qui n'en versent pas ont souvent la triste réputation de gaspiller leur argent dans de stupides, comme disait Peter Lynch, diversification. Selon Peter Lynch, c'est arrivé suffisamment de fois pour qu'il commence à croire à la théorie de la vessie pleine par Hugh Litz, c'est le président de Pennzoil. En gros, il disait que plus une trésorerie se gonfle, donc se remplit de liquidités, plus la pression grandissante la poussera à pisser, c'est-à-dire donc à utiliser son argent dans des futilités plutôt qu'à correctement l'utiliser. Et donc, moi, ce que j'aimerais te faire voir par rapport à ça, c'est que il existe, oui, des sociétés avec des projets de croissance interne qui comportent des risques et tous les projets ne peuvent pas forcément apporter de la valeur aux actionnaires mais peuvent justement en détruire. Justement, j'en ai 3 à te présenter, notamment tu vois avec Microsoft qui entérine l'échec total de l'acquisition de Nokia avec 7800 personnes de plus sur le carreau, la stratégie de reconquête mobile initiée par Steve Ballmer désormais rangée dans la catégorie perte et profit. Plus de 7,6 milliards de dollars en dépréciation d'actifs avec le rachat de Nokia. Et également, je pense que tu as su le cas de Meta avec plus de 14 milliards de dollars perdus pour le Metaverse où Mark Zuckerberg, alors je pense pas que ce soit un mauvais investissement, mais je pense qu'il a pris le tournant beaucoup trop tôt. Et donc forcément, ici, voilà, il y a eu de l'argent qui a été perdu, de la valeur perdue pour les actionnaires. Et tu as également Hewlett Packard qui, tu vois, HP qui réclame 4 milliards de dollars dans le contentieux sur autonomie. Donc Hewlett Packard, tu vois, a perdu plus de 4 milliards de dollars, tu vois, 3,72 milliards d'euros à la suite de l'acquisition de la société britannique de création de logiciels Autonomy en raison d'une fraude élaborée par son cofondateur, Michael Lynch, pour augmenter la valeur de la société. Tout ça pour te dire que tous les projets ne réussissent pas, ils peuvent détruire de la valeur aux actionnaires. Pour moi, le dividende, justement, il va servir à plusieurs choses. Premièrement, à apporter un signal de confiance à l'actionnaire. Les dividendes, comme je te le mets ici, signalent que l'entreprise est en bonne santé financière et génère des bénéfices stables, ce qui peut attirer plus d'investisseurs et donc en soi augmenter le cours de l'action. Il y a aussi un effet de discipline, c'est-à-dire que le versement de dividendes peut discipliner la gestion, limitant les excès de dépenses, donc comme on a vu précédemment, le fait de pisser, tu as vu la théorie de la vessie pleine, et de justement investir dans des projets un peu plus judicieux. Quatrième argument, sans dividende, le cours serait allé beaucoup plus haut. Parce qu'en effet, souviens-toi de ce que je t'avais dit sur le premier argument, que le cours, tu vois, s'ajuste automatiquement du montant du dividende versé. Donc si on prend le cas, si l'entreprise ne versait pas du tout de dividendes, eh bien mathématiquement, eh bien cette correction qui n'aurait pas eu lieu, du coup, tu vois, de cet ajustement, de cette date de détachement, tu vois, que je te parlais tout à l'heure, eh bien n'aurait pas eu lieu du tout. Du coup, l'action aurait été plus haut. Sauf que c'est faux. Je vais m'expliquer pourquoi. J'aimerais revenir aux bases de la base et que tu me répondes. Qu'est-ce qui fait monter le prix d'une action ? Eh bien, c'est assez simple. Premièrement, si tu as plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix va baisser. Si tu as plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix va monter. Ça, c'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande qui va prédominer sur les marchés financiers. Et ça, on ne peut pas y déroger. Et donc, si on reprend ce que j'avais dit plus haut par rapport au détachement du dividende, qui disait que oui, mathématiquement, ça aurait été plus haut si elle n'avait pas versé de dividende, eh bien, c'est faux, puisqu'il y aurait sûrement eu moins d'investisseurs, donc moins d'acheteurs, et in fine, le cours moins haut. Et donc, je vais te présenter une théorie par des économistes qui ont fait des recherches. C'est la théorie du bird in hand, ou tout simplement, eh bien, l'oiseau dans la main. Basée sur l'adage « un oiseau dans la main en vaut 2 dans la brousse », la théorie de Bird in Hand est une théorie de finance développée par les économistes Myron Gordon et John Lintner dans les années 1960. Je te mets juste là, tu vois, il y a eu un journal qui était sorti justement, une publication de recherche dans le MIT Press. Donc c'est une maison d'édition universitaire affiliée au Massachusetts Institute of Technology. Et donc en fait, ils ont publié ces recherches-là. Et donc cette théorie, ils ont voulu développer cette théorie en contradiction avec la théorie de non-pertinence des dividendes formulée par Modigliani et Miller. Et donc ce qu'ils essayent de faire comprendre par rapport à ça, c'est que selon leur théorie, les dividendes sont plus recherchés par les investisseurs que les plus-values en raison de l'incertitude inhérente
à ces dernières. Par conséquent, en sachant ça, les actions à dividendes commandent un prix de marché plus élevé parce qu'ils affichent des gains beaucoup plus certains. Et par rapport à cette théorie, je vais donc la croiser par rapport à des données historiques, par rapport à des recherches. De 1973 à 2020, les actions à dividendes ont été moins volatiles que ceux qui n'en versaient pas. Donc ça veut dire vraiment que les investisseurs sont moins enclins à vendre. Pourquoi ? Parce que les actions à dividendes projettent des gains beaucoup plus certains aux investisseurs. Et ne pas à oublier également, c'est que les Américains, en tout cas la retraite américaine est principalement basée aussi sur de la capitalisation, c'est-à-dire qu'ils vont investir, ils vont investir en bourse pour générer leur retraite. Donc vraiment, les dividendes font vraiment partie intégrante d'un cours de bourse, je parle psychologiquement. Et donc, on voit qu'ils sont beaucoup moins volatiles. Tu vois que là, on a Dividend Grower et Initiator. On a, tu vois, la volatilité annuelle sur l'encadré en vert, c'est 16,1%. Le S&P 500 Index, tu vois, c'est 17,7%. Donc on est plus volatile, le S&P 500 est plus volatile. Et par rapport aux non-dividendes payeurs, c'est-à-dire que par rapport aux actions qui ne versent pas de dividendes, elles sont beaucoup plus volatiles que les dividendes growers et initiators. Et également, les actions à dividendes sont plus performantes que celles qui n'en versent pas du tout. Et ça, tu peux le voir, tu vois, sur le graphique de Ned Davis Research. On voit très clairement que les dividend growers et initiators sont beaucoup plus élevés. Tu vois, là, on a de 1973 à 2023. Ici, tu vois qu'avec $100 investis, on a un retour, tu vois, de $14 000 par rapport aux dividendes qui n'en versent pas. Donc là, on prend par rapport au S&P 500. Alors, également, un autre exemple pour appuyer cette théorie de l'oiseau dans la main, c'est Air Liquide. Je pense que tout le monde connaît Air Liquide et sa prime de fidélité pour les actionnaires au nominatif. Et donc, pour moi, c'est l'action la plus appréciée par les investisseurs français. Et de toute façon, on le remarque tout de suite sur le cours de bourse. On peut voir très clairement, tu vois, que la volatilité est minime sur Air Liquide. Et donc, il y a plusieurs questions qui peuvent être posées justement par rapport à cette théorie. Premièrement, aurait-elle attiré autant d'investisseurs sans son dividende ? Je te laisse me répondre. Deuxième question, serait-elle aussi stable sans son dividende ? Troisième question, serait-elle allée plus haut sans son dividende ? Et également, que se passerait-il si Air Liquide coupait son dividende ? Je te laisse me répondre en commentaire afin qu'on échange ensemble justement sur cette théorie de l'oiseau dans la main. Que penses-tu de Air Liquide si elle n'avait pas versé de dividendes ? Serait-elle allée plus haut comme certains détracteurs des dividendes le disent ? Ou oui ou non ? Je te laisse me répondre directement en commentaire. Alors, bien entendu, il y a des nuances à apporter. Il existe des mauvais dividendes. Comme tu peux le voir avec Orange, où le cours de bourse n'a strictement pas changé depuis, on va prendre depuis 2001. Tu vois que ça reste stable, voire depuis 2003, tu vois. Et ça n'a pas du tout évolué. Et pourtant, c'est une action à dividende. Mais c'est là qu'il faut faire la différence. On ne choisit pas une action uniquement pour le rendement en dividende qu'elle peut proposer. Mais on choisit une action à dividende sur la qualité de ses fondamentaux. C'est pour ça que je préfère toujours partir d'un petit dividende et de voir le montant du dividende augmenter chaque année et de voir également de la croissance sur son cours. Comme ça, ça nous permet de gagner deux fois, à la fois sur la plus-value et à la fois sur le dividende. Et donc, il y a vraiment, tu vois, de la qualité pour vraiment repérer des joyaux. Ici, tu vois, par exemple, c'est une entreprise danoise, tu vois, qu'on a au sein du portefeuille de Sequoia, en tout cas au sein de mon PEA et que j'ai bien recherché avec mes élèves. Et donc, on constate qu'il y a une croissance, tu vois, sur 5 ans du chiffre d'affaires de 15,74%, une marge nette qui est stratosphérique à 36,03%, un ROCE, c'est-à-dire un retour sur les capitaux employés de 76,05% et une dette sur EBITDA de 0,11, donc très peu endetté. Donc pour moi, pour finir sur ça, le dividende, c'est la cerise sur le gâteau. Si l'entreprise grandit à l'interne,
le dividende, oui, nous enrichira. Et si tu veux choisir à ton tour des actions à dividende de qualité, de croissance, eh bien je t'invite à réserver un appel pour qu'on puisse en discuter avec un membre de mon équipe ou moi-même. On fait des créneaux qui sont 100% gratuits, des appels téléphoniques qui sont là pour te faire découvrir l'écosystème Sequoia. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description. On passe désormais au 5e argument investisseur, l'imposition et les frais de courtage nuisent à la performance. Alors en un mot, le PEA, le plan d'épargne en action. Il faut savoir que les dividendes que tu perçois à l'intérieur de ton PEA sont totalement exonérés d'impôts. Je parle bien entendu sur les dividendes français. Attention, sur les dividendes européens, tu as bien sûr le prélèvement à la source par rapport au pays. Ici, tu vois que j'ai généré avec Dassault Systèmes 270,98 €. Mais si je vends et je réinvestis à l'intérieur du PEA, donc là on parle juste en plus-value, d'accord ? C'est 0 € d'imposition. Pareil pour le dividende. Ici, tu vois que j'ai reçu 2,10 € de dividende. Donc le dividende que je perçois à l'intérieur du PEA, je ne suis pas imposé. Et en plus de ça, il faut savoir que donc ça fonctionne exactement pareil si tu prends des actions à dividendes croissants de qualité. Le rendement peut augmenter in fine au sein de ton PEA et passé 5 ans, tu pourras les retirer sans clôturer ton PEA et donc créer une vache à lait tout comme peut le faire Warren Buffett, mais tout en profitant en plus d'une imposition beaucoup plus légère sur le dividende. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, le compte titre ordinaire pour CTO, la flat tax peut faire sacrément mal. Cependant, il faut se poser cette question que j'aime bien me poser d'ailleurs. Être imposé à 30% de flat tax, mais gagner 42% par an en dividendes et 6 300 € de plus-value sur une action, est-ce que la qualité vaut-elle plus le coup que d'être fortement imposé ? Ça, c'est vraiment à toi de répondre à cette question-là. Mais je crois personnellement que avoir des performances supérieures mais payer plus d'impôts, je ne pense pas que ça soit un réel problème. Ensuite, les frais de courtage, oui, bien sûr. En effet, si tu fais des investissements réguliers avec de petites sommes, ça va bien sûr grignoter sur ta performance. C'est pour ça que je préfère toujours attendre d'avoir un plus gros bag, une plus grosse somme de cash pour pouvoir réinvestir ensuite, pour pouvoir éviter, pour limiter un peu les frais de courtage. Alors après les frais de courtage, il faut mettre des pincettes tout de même parce que maintenant tu as des applications comme Trade Republic qui te permettent de faire des plans d'investissement programmés et donc de limiter vraiment ces frais-là sur le long terme. Investisseur, cet épisode sur les dividendes est terminé. N'hésite pas à me dire en commentaire si oui ou non les dividendes enrichissent les actionnaires. Je veillerai à y répondre et à échanger avec toi avec grand plaisir. En tout cas, moi, je te souhaite une très belle croissance dans ton portefeuille. On se dit à très bientôt. C'était Sony. Ciao.